Dimanche 11 janvier 2026, bonjour et bienvenue dans votre journal, le 13h de RTI 1. La solidarité au cœur de la nation, au plateau, la 19e édition de la Journée nationale dédiée à l'enfant handicapé a mis en lumière le droit à l'inclusion, à la dignité et à l'épanouissement pour tous les enfants dans un cadre festif et éducatif porté par l'UNAFESI. Dans la région de Bouaké, des hommes brisent les barrières et défient les préjugés. À Bouaké, ils exercent des métiers traditionnellement attribués aux femmes et transforment leurs talents en véritable source de revenus, malgré les regards et les résistances. Et puis, le sport, entre fierté et déception, éliminé en quart de finale de la CAN Maroc 2025, après un duel intense face à l'Égypte, les éléphants voient le rêve de doubler s'envoler, mais laissent entrevoir une jeunesse pleine de fougue, de talent et d'avenir. L'inclusion commence par le regard que la société porte sur ses enfants les plus vulnérables. Hier samedi, la commune du Plateau, ici à Abidjan, a accueilli la 19e journée nationale de solidarité en faveur de l'enfant handicapé. Une initiative de l'UNAFESI pour offrir aux enfants en situation de handicap un cadre festif et éducatif pour favoriser leur épanouissement et renforcer surtout la sensibilisation de la société ivoirienne. Sourire, danse et chant rythment cette journée dédiée à l'inclusion. Nous sommes à la 19e édition de la Journée nationale de solidarité en faveur de l'enfant handicapé, initiée par l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, UNAFESI. Il s'agit de promouvoir l'épanouissement des enfants en situation de handicap et de sensibiliser la société à l'importance d'une inclusion véritable. Nous avions organisé cette activité inclusive qui regroupe les enfants handicapés, les enfants des personnes handicapées et les amis des enfants des personnes handicapées pour permettre à l'ensemble des populations de pouvoir jouir des biens de notre pays. Les réflexions de cette 19e édition portent sur le thème « Favoriser une société inclusive pour un épanouissement véritable de l'enfant handicapé ». La Côte d'Ivoire inclusive, c'est la Côte d'Ivoire qui inclut toutes les populations vulnérables. Et au cœur de ces populations vulnérables-là se trouvent les personnes handicapées et particulièrement les enfants handicapés. Il y a un ensemble de politiques qui ont été mises en place pour inclure, pour protéger les personnes vulnérables en Côte d'Ivoire. Cet événement est l'occasion de remettre des cadeaux aux enfants, renforçant ainsi sa dimension solidaire. Je suis contente d'avoir un cadeau. Je dis merci aux organisateurs. La fête a été belle, les enfants se sont très bien amusés, chaque enfant a eu son cadeau. Avoir un enfant en situation de handicap, c'est pas facile. Il faut vraiment le courage parce que la société te rejette. Créée en août 2006, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire compte à ce jour 1 millier de membres. Une journée de partage et d'espoir comptée par Yves Niazalé, Didier Nguessan et Ibrahim Touré. Ce dimanche, la Côte d'Ivoire se réveille déçue, peut-être, mais pas résignée. Encore une fois, les éléphants se sont heurtés à l'Égypte dans ce quart de finale tant attendu, tant redouté. Une équipe ivoirienne très jeune, pleine de talent, face à une sélection égyptienne plus âgée, plus expérimentée et une question qui revient, faut-il du temps pour gagner ou faut-il gagner pour exister? Et pour en parler, sans langue de bois, avec lucidité et mémoire, nous recevrons dans le cadre du magazine du dimanche un témoin de l'histoire des éléphants, ancien capitaine de la sélection nationale. Ibrahim Bakayoko est notre invité. Bonjour Ibrahim. Bonjour Enza. Alors, c'est un coup dur pour nous. Oui, la nuit a été longue et puis il faut être lucide dans ces moments difficiles. Et puis faire des analyses pour le futur. Pour le futur. Et le futur le plus proche, c'est la Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde, il faut que déjà nos joueurs retrouvent les clubs et qu'on croise les doigts pour qu'on ait encore de très grands joueurs ivoiriens dans des grands clubs. Et c'est ce qui nous a permis de gagner la Coupe en 2023. En 2023, ici en Côte d'Ivoire. Nous allons y revenir dans 30 minutes. Ouais, merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Ibrahim. Merci.
D'ici là, place à la valorisation du mérite à l'école. Dans la sous-préfecture de Kiémou, environ 100 élèves du primaire ont été primés pour leurs brillants résultats scolaires. La cérémonie s'est tenue à Bemavogo à l'initiative d'un fils de la région. Son ambition, c'est encourager durablement l'excellence scolaire dans le Poro, un investissement pour l'avenir. Reportage Siekwasi. Les élèves récompensés sont issus de 15 villages de la sous-préfecture de Kiémou. Leur moyenne pour ce premier trimestre qui vient de s'achever varie entre 13 et 19 du CP1 au CM2. Ces enfants ont salué l'initiative du promoteur et pris l'engagement de faire honneur à leur sous-préfecture, notamment pour l'entrée en 6e au cours des examens à grand tirage. Grâce à vous, beaucoup d'élèves peuvent apprendre dans de meilleures conditions et avancer avec confiance vers l'avenir. Au nom de tous les élèves, pour vous dire merci. La promotion de l'excellence scolaire dans la sous-préfecture de Kiémou, une initiative qui fait beaucoup d'heureux dans le milieu éducatif. Ce type d'initiative pousse les résultats dans la mesure où les enfants ont de quoi écrire. Ces dons de kits viennent soulager nos parents qui sont souvent en difficulté par rapport aux fournitures scolaires. Quand les élèves voient leurs amis récompensés parce qu'ils ont bien travaillé, ça les pousse à redoubler d'efforts. Franchement, on tient à saluer surtout M. Sidi, le donateur. Pour le promoteur, ceci est une réelle source de motivation à faire davantage pour ces cadets de la sous-préfecture de Kiémou. Pendant ces années-là, nous avons eu une petite expérience à l'EPP Bemavogo, dont nous décidons de pouvoir partager notre petite expérience à la sous-préfecture. C'est une manière de les galvaniser, de les booster et de les encourager à nous donner toujours le 100%. Et cette fois-ci, nous l'élargissons à la sous-préfecture. Car nous appelons les parents à toujours scolariser leurs enfants. Il est vraiment important de les maintenir sur la route de l'école et de pouvoir aussi les suivre après l'école. La promotion de l'excellence scolaire dans la sous-préfecture de Kiémou a démarré en 2016 à Bemavogo. 10 ans après, les élèves de la première cohorte de cette aventure affrontent le baccalauréat cette année. Parmi eux, de nombreuses filles engagées dans les séries scientifiques, comme souhaité par le gouvernement dans le cadre de la promotion des sciences à l'école. Au cœur de la savane du Nord, une forêt raconte l'histoire d'un rêve présidentiel. Créée en 1988 sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny, la forêt Kamono-Diabaté s'étend sur 100 hectares. Elle devait devenir un centre sous-régional de référence pour la protection de la biodiversité. Mais depuis la crise de 2002, ce patrimoine naturel lutte pour survivre. Un héritage fragile que Siekwasi nous invite à redécouvrir. Reportage. Bienvenue à la forêt artificielle du Centre national de recherche agronomique CNRA. Il y avait l'IDEFOR, enfin, le CTFT, l'IRCA, et puis Alassane Salif Ndiaye donc, avait pris la décision en 87-88 donc d'ivariser. Il a mis des cadres nationaux. Et Kamono, donc, il a fait partie donc de ce lot de premiers ingénieurs là, donc, qui ont été portés donc à la tête de cette structure-là. Ici, les premières pépinières ont été enfouies en 1988. Ceux aussi qui ont conçu le dispositif, il y avait l'idée donc de voir les espèces locales là, si on peut étudier leur comportement et puis donc pouvoir voir comment on peut les proposer donc à des programmes de reboisement. Mais la Côte d'Ivoire étant là sur le monde aussi, donc il y a des espèces exotiques. Puisque la problématique du bois, d'un certain nombre de choses. Le site couvre une centaine d'hectares, exactement. L'un des premiers pépiniéristes de ce programme gouvernemental raconte. Le site de la pépinière, c'est ici on produisait les plants. Ces poteaux-là, on a mis parce qu'on mettait l'ombrière à cause du soleil. Donc quand on finit, quand les plants finissent de germer, on replie et on garde. Plus de 30 ans après, le centre reçoit la visite d'une délégation du CNRA et de partenaires engagés dans la recherche et la protection de l'environnement. L'ouverture, nous on était là. 91 en tant qu'étudiant. Voilà, l'exercice de l'AISA. Oui, mais j'avoue que de 91, peut-être jusqu'en 2018, je ne suis plus jamais arrivé. Je n'avais plus aucune idée de ce site-là. Je ne savais même pas où c'était situé. Tout était perdu dans ma tête. Donc en 2018, je suis revenu.
J'étais très content de retrouver que, en tout cas, les bâtiments sont là malgré la crise. Une visite guidée riche en leçons de foresterie et de protection de l'environnement. L'idée donc c'est de pouvoir faire de la sylviculture, c'est-à-dire cultiver l'arbre. Voilà, mais pour cultiver l'arbre, comment il faut faire? Donc à partir des graines, on va le faire pousser, on va voir donc comment il se comporte donc, dans le milieu dans lequel on le fait, donc, son rythme de croissance, comment il faut intervenir pour booster ou favoriser cette croissance-là. Tout ça a été planté en 1990. Son nom scientifique c'est Pterocarpus ernacei. Donc c'est un bois, en pays c'est un bois qui est comme un bois fétiche. C'est ça nous on prend pour faire le balafon. La problématique de restauration des sols dégradés, ça se pose partout et on a besoin d'essences comme l'acacia pour que de façon naturelle, sans produits chimiques, on puisse restaurer ces sols-là à partir des solutions, comme on les appelle maintenant, solutions basées sur la nature. La forêt artificielle Kamono-Diabaté, c'est également des infrastructures. Ce site, malheureusement, est à l'arrêt depuis la crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Ce centre peut contribuer à la politique du gouvernement qui est d'atteindre donc 20% du couvert forestier en 2040 en fournissant à toutes les entreprises de reboisement, à toutes les organisations, des semences de qualité pour assurer donc cet objectif du gouvernement. L'un des grands projets structurants, c'est l'accès au site, la réhabilitation du site, la construction donc, de nouveaux bâtiments, de nouveaux forages et puis la sécurisation du site, la sécurisation foncière, pour qu'on en fasse un grand centre donc, de semences forestières et de valorisation donc, des espèces forestières pour diminuer l'empreinte carbone. Un seul rêve caressé par la direction centrale du Centre national de recherche agronomique CNRA, bientôt le renouveau du centre de recherche Kamono-Diabaté de l'ATA, un défi que se fixe le gouvernement ivoirien. Kamono-Diabaté. Un reportage signé Sie Kwasi. Construire l'avenir commence par donner aux populations les moyens de vivre dignement. La Fondation Lonasi a procédé à la remise de plusieurs écoles et infrastructures sanitaires à travers le pays. Une action inscrite dans la caravane sociale 2025 avec pour objectif de renforcer l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Un engagement concret contre la pauvreté et pour de meilleures conditions de vie. Témoignage à Boussanogo. Conformément à ces engagements, la Fondation Lonasi a procédé à la livraison de ces infrastructures dans plusieurs localités. Au pas de course, l'inauguration du centre de santé intégré et équipé à Toranou, village du département de Koro, dans le département du Bafing. Autres localités, Dingouin et Gourané, dans le département de Biankouma. Un foyer de jeunes et des établissements ont été livrés aux populations dans le cadre de la caravane sociale de la Fondation Lonasi. La Fondation Lonasi, à travers la traditionnelle caravane du social de la Fondation Lonasi, sillonne le territoire national, inaugurant des infrastructures dans le domaine du social, de la santé, comme on le fait aujourd'hui, de l'éducation, comme on le fera demain, la culture et dans bien d'autres domaines, visant ainsi à réduire la pauvreté dans le quotidien de nos populations. La caravane du social a également sillonné les villages de Guézon et Mélapleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a remis les clés de plusieurs salles de classe et infrastructures culturelles. L'objectif est de réduire le niveau de pauvreté en zone rurale. Ensemble, préservons ce bien commun pour les générations futures. J'invite également les populations à fréquenter ces lieux. Ces réalisations s'inscrivent dans les actions sociales continues de la Fondation Lonasi en faveur des communautés rurales. Elles visent à améliorer l'accès aux soins et les conditions de vie des populations. À Mans, dans l'ouest ivoirien, le courage se lie même la roche. Chaque jour, des hommes et des femmes extraient du gravier à la force des bras sur des sites montagneux. Une activité artisanale devenue source de survie pour de nombreuses familles. Vous allez le voir, sous le soleil et malgré la fatigue, ils transforment la pierre en revenu. Immersion dans un quotidien fait de labeur et de dignité avec Assis Tandiara, Gilles Tonien, Dieudonné Silué et Mariam Diallo.
Les bruits assourdissants des marteaux rompent les silences des montagnes de Mans, région du Tongpi. Avec l'aide des punais et du feu de bois, les femmes et les ouvriers tentent d'extraire les graviers. Un processus pénible qui demande beaucoup d'efforts. Ça nous fatigue beaucoup. Toutes mes pommes sont devenues pleines. Nous avons travaillé sous contrat. C'est grâce à cette activité qu'on arrive à nourrir notre famille. Après cette étape, le gravier est vendu aux chefs des chantiers et entreprises immobilières. Ici, la vente des graviers est une véritable source de revenus pour la population. On prend l'homme pour casser le caillou là, pour faire petit. S'ils ont fini de faire là, on ramassait pour mettre ici. Les maçons viennent acheter pour taper briques. Sur les sites d'extraction, on trouve une variété de graviers selon les goûts et la demande de la clientèle. On ne met pas tout ensemble. On met en papa, ce n'est pas la même chose. Gros là, si on remplit 3 houles là, c'est 20 000. Petit là, 15 000. Cette activité permet aux conducteurs des tricycles de Mans de se faire de l'argent. Chaque le moto se vend 1 500, se vend 1 000 francs. C'est à travers que il peut faire oui. En plus de son volet touristique, les montagnes de Mans sont aujourd'hui l'espoir des populations défavorisées de la ville. Elle leur permet de subvenir à leurs besoins. Après l'effort individuel, place à l'action collective. Je vous ramène à Bouaké où les autorités municipales passent à l'offensive contre l'insalubrité. Le maire Amadou Koné y a lancé une vaste opération de nettoyage dans le but d'assainir la commune après les festivités de fin d'année. Une mobilisation pour un cadre de vie plus sain. On va sur place donc avec Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. Après les fêtes de fin d'année, certaines rues principales, trottoirs et espaces publics sont envahis par les ordures du fait des activités commerciales liées aux fêtes. Pour permettre à ces espaces de retrouver leur propriété d'avant, le conseil municipal de Bouaké, avec en tête le maire, lance une vaste opération salubrité. Amadou Koné avait à ses côtés pour ce grand ménage collaborateurs, jeunes et représentants de structures locales en charge de la collecte des déchets. Ce nettoyage a débuté à la gare routière pour se poursuivre sur la voie principale du quartier Koko, menant au dépôt sauvage du dit quartier, situé à proximité de la gare de Diabo. Au menu de ce parcours, balayage des rues, collecte d'ordures et curage des caniveaux. L'initiative s'inscrit dans la continuité des actions de salubrité engagées par la mairie. On est dans la continuité de maintenir la ville propre. Les défis sont encore importants. Donc il est normal qu'on engage par cette action aujourd'hui l'ensemble de la population. Donc je voudrais leur lancer un appel que dans tous les quartiers, dans les villages de la commune, que les populations pendant tout ce week-end se mobilisent pour nettoyer chacun sur les routes, les rues qui passent devant leur concession, pour nettoyer la ville et la rendre toujours propre. Cette opération salubrité va s'étendre aux autres quartiers et espaces publics de la commune. Le maire Amadou Koné invite les populations au maintien d'un environnement sain et salubre pour un Bouaké nouveau. Ils ont osé briser les codes et défier les préjugés. À Bouaké, des hommes exercent des métiers longtemps considérés comme féminins. Des hommes absolument déterminés, et vous allez le voir. Entre admiration et critique, ils assument pleinement leur choix. Leur talent est devenu une source de revenus et de fierté. Portrait d'hommes qui redéfinissent les frontières du travail. Un grand reportage de Gladys Conan dans un commentaire de Corona Soro. Landry Koulibaly, propriétaire d'un salon de coiffure au quartier commerce de Bouaké, exerce en tant que professionnel de la coiffure féminine depuis 10 années. Un métier affiné au fil des temps, lui offrant des opportunités de se perfectionner hors du pays. Il y avait des amis qui faisaient la coiffure, ils m'ont dit pourquoi ne pas venir ici. J'ai commencé à exceller. Ce n'était pas un choix en tant que tel, mais c'est une direction que Dieu a voulu que je prenne. Aucun regret parce que la coiffure est un métier qui nourrit son homme. À travers la coiffure, j'ai pu faire des conférences dans la sous-région. En plus qu'il maîtrise son travail et nous coiffe très bien. Il prend bien soin des cheveux. Non loin de là, au centre commercial Cavalli, Aboubakar Touré se distingue dans le domaine du maquillage permanent des sourcils et la pose de faux cils. Son parcours dans cette profession n'a pas été toujours aisé en raison des préjugés familiaux.
Au début, c'est pas facile de me frapper. C'est un métier que j'aimais. Donc, raison laquelle je suis toujours dedans. Ça fait 2 ans maintenant, nous on vient chez lui. Pour lui, là, ça me plaît parce qu'il sait bien faire. L'opinion publique est divisée quant à la présence des hommes dans ces métiers dits professions féminines. Je n'ai pas de mauvaise perception de ça. Les hommes, tout comme les femmes, peuvent le faire aussi. Il y a des gens qui le font, ils ne sont pas à gauche. Ils cherchent juste leur argent. Non, ce n'est pas un travail fait pour les garçons. C'est le domaine des femmes. Moi, personnellement, j'encourage ces personnes à faire leur métier. À partir du moment où ils vivent de ça, bon, c'est normal. Cependant, Landry et Aboubakar ont réussi à s'imposer, suscitant la fierté de leurs proches et transformant les préjugés en admiration. Dans le début, il y avait des jugements, mais quand ils ont commencé à voir le mariage, les enfants, ils ont vu que lui, là, il est resté toujours garçon. Les familles sont faites de moi parce que je fais plein de choses. J'ai construit des maisons, payé des terrains, fait beaucoup de choses avec. À l'instar de Landry et Aboubakar, plusieurs hommes ont prouvé qu'au-delà des préjugés, il est essentiel de croire en ses rêves et talents. Car après tout, le succès ne connaît pas de genre, mais seulement la détermination. Belle chute, Corona Soro, des hommes aux métiers exceptionnellement, donc des métiers attribués aux femmes. Un reportage de Gladys Conon, commenté par Corona Soro, tous deux de la station régionale RTI Bouaké. La jeunesse aussi était à l'honneur à Bouaké. La 2e édition de la journée de la jeunesse a célébré l'engagement et le dynamisme des jeunes. Une initiative portée par la direction régionale de la promotion de la jeunesse en partenariat avec la mairie. La cérémonie s'est tenue à l'auberge des jeunes de Ngatakro, un encouragement à croire en l'avenir. Reportage Richmond Goran, Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Les jeunes de Bouaké honorés, c'était lors de la 2e édition de la journée qui leur est consacrée. L'initiative est de la direction régionale de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Bouaké en partenariat avec la mairie de Bouaké. La cérémonie a eu pour cadre l'auberge des jeunes de Bouaké Ngatakro. L'objectif de cette activité, c'est de nous arrêter un instant pour reconnaître le mérite de la jeunesse et montrer à cette jeunesse que c'est eux les bras valides en termes de développement, en termes de cohésion. Représentant du parrain, Siloué Pekabila, 3e adjoint au maire de Bouaké, s'est adressé aux jeunes en les exhortant à l'excellence. Nous avons tenu à remercier ces jeunes pour leur conduite exemplaire. Donc après ça, c'était vraiment les encourager à rester sur cette ligne, à rester une jeunesse responsable, une jeunesse exemplaire qui fait honneur à la ville de Bouaké. Les leaders de jeunesse, quant à eux, se sont réjouis de cette cérémonie. Je veux déjà exprimer des sentiments de joie et de fierté. Savoir que nos autorités reconnaissent l'engagement des jeunes quant à promouvoir donc, un climat de paix. C'est un encouragement d'être honoré par les autorités de la ville parce que le fait qu'ils reconnaissent que la jeunesse mène des activités, le fait qu'ils reconnaissent que la jeunesse a un grand impact, ça encourage et ça nous booste à mener encore plus d'activités en vue de la promotion de la jeunesse et de la paix. Présentation de la carte jeune, bilan des activités de l'année 2025 ont été les temps forts de cette rencontre. À travers cette célébration, Bouaké réaffirme sa foi en une jeunesse responsable, engagée et résolument tournée vers l'avenir. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, la foi reste un refuge. À Anyama, à 10 km seulement au nord d'Abidjan, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale. C'était à l'occasion de la 7e édition du Méga Maouloud Nabi. Le cheikh Ghazali a rappelé les valeurs de paix prônées par le prophète de l'islam. Un appel fort à l'unité nationale, comme nous le dit notre reporter Davis Oyo. Cantiques, lecture coranique, zikr et prière pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est le sens de la 7e édition du Méga Maouloud Nabi dans la commune d'Anyama, une activité couplée à la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. À travers une conférence publique, le cheikh Ghazali édifie ses coreligionnaires sur les actions exemplaires du prophète Mohammed avant de les inviter à se détourner des actes qui n'honorent pas les principes de la religion musulmane. Nous avons appelé les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire vers quelque chose qui est la paix et le vivre ensemble. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons tourné notre thème sur le comportement du prophète Mohammed qui partait vers les intérêts de la paix et de la cohésion sociale. Pour les initiateurs, cette rencontre vise également à rapprocher les fidèles musulmans des fondamentaux de l'islam. Le but de cette rencontre, c'est d'avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala
avoir la cohésion, avoir la paix et contribuer à l'adoration et la stabilité de l'islam dans notre communauté. Les parrains de cette rencontre spirituelle misent sur ce rendez-vous pour renforcer les liens et raffermir la foi des fidèles musulmans. Chaque année, moi je trouve qu'il y a un nouveau changement, surtout au niveau de la paix. C'est la paix que nous recherchons. On prie le bon Dieu que ça continue. Le Maoulid aussi, c'est l'occasion pour nous de nous donner conseil et nous guider aussi sur le droit chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans doivent prendre ça au sérieux. La 7e édition du Méga Maoulid Nabi se termine par des prières pour la Côte d'Ivoire en ce début d'année afin de favoriser un climat de paix et de cohésion sociale. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Bénin. Le pays ouvre une année politique décisive avec un double scrutin législatif et communal. Les électeurs choisissent 109 députés et plus de 1800 conseillers communaux pour 7 ans. 5 partis sont en lice pour les législatives, 3 pour les communales. Un scrutin sous haute tension après le durcissement du code électoral. Un enjeu majeur, la place réelle de l'opposition au Parlement. Après les urnes, place aux armes. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes d'envergure contre le groupe État islamique en Syrie et des opérations menées avec des partenaires régionaux dont la Jordanie. Washington évoque des frappes ciblées après des attaques meurtrières contre ses soldats, une région toujours marquée par l'instabilité sécuritaire. Et pendant que le monde reste secoué par les crises et les conflits, le sport, lui, a offert aux Ivoiriens un moment de douleur et de fierté mêlée. Bienvenue dans le magazine du dimanche. Retour sur la défaite des éléphants en quart de finale de la CAN Maroc 2025. Jeunesse, espoir, désillusion. Analyse avec notre invité Ibrahima Bakayoko, ex-international ivoirien qui nous a rejoint en plateau. Bonjour encore, Monsieur Bakayoko. Un entretien vérité à suivre juste après cet élément vidéo que nous propose la direction des sports. Avec 71% de possession, les éléphants ont dominé la bataille du milieu de terrain. Mais les Pharaons se sont montrés cliniques. Ils arrivent à inscrire 2 buts sur leurs 2 seules frappes cadrées. Le premier par Omar Marmouche dès la 4e minute et le second par Rami Rabia. Les Ivoiriens poussent pour tenter de marquer, mais c'est le défenseur égyptien qui pousse involontairement le ballon dans ses filets. 2-1 à la pause pour les Pharaons. En seconde période, les Égyptiens sont brillants d'efficacité. Mossala, toujours aussi alerte, assomme les Ivoiriens pour le 3-1 des Égyptiens. Les éléphants continuent de pousser et la Côte d'Ivoire revient grâce à Doué qui arrive à s'imposer et pousse le ballon dans les filets. 3-2 pour les Égyptiens. Malheureusement, les Pharaons éliminent les champions en titre qui n'ont pas réussi à trouver la clé de leur défense. Quand tu gagnes, t'es très heureux. Quand tu perds aussi, c'est douloureux. Mais bon, c'est le football et on reste quand même des compétiteurs de haut niveau. Ça fait mal. Après, sortie contre l'Égypte encore. Bon, c'est arrivé, c'est clair. On avait quand même un peu de place. Donc, t'as tellement de frustration parce que c'était possible. Mais bon, ils ont été tueurs. Ils ont concrétisé toutes les occasions qu'ils ont eues. Et ça leur a permis de prendre l'avantage, comme on l'a fait le match précédent. Et félicitations à eux tout simplement. Félicitations à eux. Et on est désolé encore par rapport à nos supporters qui ont effectué le déplacement. On aurait tellement souhaité faire beaucoup plus que ce qu'ils ont vu ce soir. Mais c'est le football, c'est clair. Et frustré, déçu, ce qui va avec. Je pense que notre entame de match, elle nous a mis dans les problèmes. Ce premier but, il vient tôt, il vient suite à une erreur individuelle. Et on savait, on était avertis, on savait que cette équipe-là, elle allait nous attendre, elle allait tout faire pour déjouer, elle allait tout faire pour nous contrer. On savait que dès qu'ils ont une opportunité, ils sont très très efficaces, très pragmatiques. Ils l'ont encore démontré ce soir. C'est vrai que nous, on perd encore contre cette équipe de la même manière encore. Et c'est dommage pour les joueurs, c'est dommage pour l'équipe, pour le parcours.
Mais voilà, ils ont fait un match à l'égyptienne et puis ils ont su gagner et profiter de nos erreurs ce soir. On aura pour les demi-finales Sénégal, Égypte et Nigeria, Maroc. 3-2, un match à l'égyptienne, comme Faye vient de le dire, des pharaons capables de punir la moindre erreur. Oui, capables de punir la moindre erreur, mais ils ont imaginé tous les scénarios avant le match, comme j'avais dit à l'entame du match, que ça va se jouer sur le plan tactique. La Côte d'Ivoire a été très timide d'entrée de jeu, et puis notre jeu était prévisible. Voilà, donc les Égyptiens savaient qu'on allait jouer en alimentant Amad Diallo et les ailes. Ouais, les ailes. Donc ils ont coupé tous les lignes. Les premiers défenseurs étaient les attaquants. Quand vous prenez les deux attaquants, le premier joue à Manchester City et le deuxième qui est Salah, qui est expérimenté, qui a presque 33 ans, mais qui a la confiance de son entraîneur, qui était un ancien attaquant aussi. Donc l'Égypte est venue avec beaucoup de discipline tactique. Ils n'avaient pas besoin d'avoir le ballon. Ils nous ont laissé la possession des balles. Et puis ils ont contré par contre-attaque. Ils ont été très méchants, quoi, en fait. S'ils nous ont très méchants, c'est le jeu, Ibrahim Bakayoko. Non, mais c'est ce que j'explique, en fait. S'ils nous ont tant étudiés, oui. Je pense qu'on a fait pareil, non? Non, je trouve que notre attaque est jeune. Vous voyez, mais il faut féliciter ces jeunes-là. Aucun attaquant en Côte d'Ivoire n'a fait une première Coupe d'Afrique et puis être performant comme Amad Diallo, et puis comme Diomane. Et même Inao, c'est vraiment des jeunes qu'on a donné plus de responsabilités, alors que c'était un match à un grand enjeu où on savait que l'Égypte joue avec beaucoup d'expérience et puis ils ont un grand championnat. Voilà. Donc, ces jeunes-là, c'est nos pépites. On va y revenir dans quelques instants seulement. Faye Emers qui a certainement été dégoûté par cette équipe égyptienne déjà en tant que joueur en finale de Cannes 2006, puis en demi-finale en 2008. On s'en souvient bien. Il l'a dit, hein, on perd encore de cette même manière. Oui, mais il faut qu'on apprenne très vite parce que sinon on va toujours se lamenter sur notre sort. Voilà, mais moi, je me rappelle en 98, en quart de finale contre eux, ils savaient qu'on était la meilleure attaque. Ils sont venus, ils ont défendu derrière pour avoir le match nul, par le tir au but. C'est ça les grandes nations. Est-ce que nous, on est capable de jouer le match nul et aller jusqu'au tir au but? Et si on a eu une occasion de mettre un but, on peut le faire. Peut-être c'est faire preuve de beaucoup de respect pour l'Égypte, pour dire, bon, nous, on n'a rien on va ne pas avoir la possession des balles, on va être patient. Et puis, on imagine tous les scénarios. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent quand on s'appelle Ibrahim Bakayoko et qu'on est ancien capitaine des éléphants face à un tel scénario qui se répète? Mais moi, je l'ai dit en début de rencontre que ça va se jouer sur le côté tactique des deux entraîneurs. Vous avez vu l'Égypte, à chaque ballon des Ivoiriens, il y avait 2 ou 3 Égyptiens qui venaient nous récupérer le ballon. 2 ou 3 Égyptiens, comme des fourmis. Et nous, dès qu'on avait le ballon, et dès qu'eux, ils avaient le ballon, on était incapable de les récupérer rapidement, puisqu'ils allaient tous se récupérer derrière le ballon. Même Mohamed Salah ne traînait pas les pieds. Il revenait derrière pour défendre. On a manqué de tactique? Non, pas tactique. Peut-être on n'a pas trop joué le match en... C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer tous les scénarios, mentalement, pour dire, bon, écoutez, aujourd'hui, si l'Égypte est capable de ne pas... Ils nous ont fait déjouer. Ils n'ont pas joué au ballon, en fait. Et regardez les positions des balles de l'Égypte. C'était pas énorme, mais ils ont quand même réussi à marquer 3 buts. Alors que la Côte d'Ivoire n'était pas habituée à prendre des buts, ce qui nous a mis un coup... voilà. Est-ce que cette défaite confirme que l'Égypte reste notre bête noire historique? Oui, c'est ce qu'il faut commencer à bannir de notre langage, parce que chaque fois on le dit, mais au fait... Ça joue sur nous? Non, pas forcément. C'est pas une Égypte d'infériorité? Non, c'est pas une... C'est ce que je vous ai dit. Moi, je n'ai pas encore perdu contre l'Égypte, mais au tir au but, j'ai perdu. Pendant les 90 minutes, on n'a pas pris de but. Et puis bon, même en match en Côte d'Ivoire ici, on avait fait 2-2. On était mené 2-0, et puis on a égalisé, on a fait 2-2. Alors, est-ce que c'est un problème de niveau? Est-ce qu'on n'a pas leur niveau? Ou alors un problème de mental ou même d'expérience? Bon, il faut aller en profondeur quand même sur le football ivoirien, parce qu'aujourd'hui, on n'en vit plus. Ouais, le championnat de Côte d'Ivoire a un niveau très, très, très bas. Personne ne rêve de venir supporter la SEC ou bien le stade d'Abidjan.
voilà, tout le monde voilà, consomme. Excusez-moi, hein, ça fait partie du mental. Quand vous allez prendre des pays comme l'Égypte, ils ont un grand championnat. C'est les plus grands budgets. Ils ont plein de joueurs qui jouent en Égypte et qui jouent avec la sélection d'Égypte. Donc ceux qui viennent vous pensez que le mal est profond et qu'il faut aller trouver la solution beaucoup plus loin? Non, on peut continuer à profiter de notre victoire à la CAN à domicile pour augmenter encore l'organisation, pour pouvoir avoir des clubs à l'intérieur. Nous avons 31 régions, mais est-ce qu'il y a des grands clubs ivoiriens dans les 31 régions? C'est ce qu'il faut voir. Et ça va permettre aux jeunes d'avoir du travail. Parce que le football est un facteur qui donne beaucoup d'emplois. Donc aujourd'hui, avec cette défaite, ça peut nous permettre de reprendre le football dès le plus bas, comme le Maroc l'a fait. Et j'espère que les autorités vont se pencher là-dessus. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur une défaite pour mettre tout en cause. En tout cas, le poids de l'histoire a encore pesé sur ces jeunes joueurs-là hier soir. Oui, on va revenir à répéter qu'il faut se servir de cette défaite-là, pas seulement sur l'Égypte, pour pouvoir réorganiser le football ivoirien au niveau des anciens joueurs qui sont là, qu'on peut utiliser dans les régions pour pouvoir apporter la formation. Les pépites, comment, dans les centres de formation, on peut défendre quand on perd le ballon en bloc. Ce sont des enseignements, ce sont des formations. Et puis comment avoir des très très grands défenseurs comme les défenseurs égyptiens. Vous avez vu comment c'est un défenseur qui marque le deuxième but. Nous aussi on a Doué qui a marqué aussi. Oui. Voilà, maintenant comment faire pour défendre? Comment faire pour ne pas avoir la possession des balles? Le Nigeria est l'une des équipes qui n'a pas eu le plus de possession des balles, mais qui a marqué plusieurs fois et qui ont pu gagner des matchs. C'est ça. Nous allons y aller avec les jeunes joueurs là, dont on parle. On dit que notre équipe était pleine de jeunes joueurs. Il y en avait 5 qui avaient moins de 24 ans. Hein. Je pense à Diomandé, à Diallo, à Nguessan. Je pense à tous ceux-là. On va les voir. Les pépites de la sélection ivoirienne. Portée par l'énergie, la technique et le cran, la sélection ivoirienne est en train de poser son empreinte sur la CAN Maroc 2025. Pris par le dévouement, les jeunes talents ivoiriens brillent et imposent leur loi. Au centre de cette tendance, Amad Diallo, Inao Oulaï, Yann Diomandé, Evan Nguessan ou encore Bazoumana Touré. Des noms devenus résonance de rêve et d'espoir pour tout un pays. Amad Diallo, l'étincelle de l'attaque. Né le 11 juillet 2002, il s'impose comme la figure de proue de cette jeunesse. L'ailier droit de Manchester United a été le principal éclair de l'attaque ivoirienne lors de la phase de poule et en 8e de finale. Auteur du but décisif contre le Mozambique, sa capacité à surpasser les lignes et les défenses adverses a épaté les téléspectateurs de cette 35e édition. À seulement 19 ans, Yann Diomandé s'impose déjà comme un élément clé du jeu offensif ivoirien. Jeune mais incroyablement mature dans ses choix, il a su profiter des espaces créés pour se montrer décisif et marquer un but majeur, celui contre le Burkina Faso, affirmant ainsi sa présence dans l'effectif des Mers Faye. Evan Nguessan, dans l'impact décisif et discret. Entré comme remplaçant lors du dernier match de poule contre le Gabon, c'est lui qui a égalisé pour relancer les éléphants avant que Bazoumana Touré ne scelle une victoire spectaculaire en fin de match. Un retournement magique qui a offert aux éléphants la première place du groupe F. Le jeune d'Aston Villa a ainsi prouvé sa capacité à changer le cours d'un match même en sortie de banc. Bazoumana Touré, l'imprévisible. Remplaçant souvent utilisé pour apporter du sang neuf et du dynamisme, il a fait ce que tout attaquant souhaite faire, marquer au moment où l'équipe en avait le plus besoin. Le jeune attaquant formé à l'ASEC Mimosa avait déjà défendu les couleurs du drapeau ivoirien avec l'équipe des moins de 20 ans, faisant ses débuts avec l'équipe senior avant d'intégrer l'équipe A à la Coupe d'Afrique des Nations. Le moteur silencieux du milieu, il est tout aussi tranchant que ses compères offensifs. Contre le Burkina, Inao n'a pas seulement été un travailleur infatigable, il a distribué des ballons, assuré le pressing et servi Diallo avec précision, contribuant directement à l'ouverture du score. Si l'équilibre collectif reste un point fort, c'est indéniablement la nouvelle génération qui donne le tempo. De Diallo à Diomandé, de Nguessan à Touré, en passant par Inao Oulaï, ces jeunes joueurs ont déjà laissé des traces indélébiles, prouvant que les éléphants ont de l'avenir, que le football ivoirien a de l'avenir. Leur impact dépasse bien des statistiques car ils apportent une fraîcheur, une spontanéité
et une ambition qui galvanise et porte tout un peuple qui rêve d'une 4e étoile. Des jeunes joueurs au talent immense, On voit, ils sont tous joyeux. Christ Inao, cela contraste tellement avec les larmes de Christ Inao qu'on a vu effondrer sur la pelouse après le coup de sifflet final, 19 ans seulement. Et en face, seul Osam Abdelmagid affichait 24 ans au compteur. En face, donc, dans l'équipe égyptienne, tous ses partenaires ayant 26 ans ou plus. Vous aviez parlé de 33 ans pour le célèbre Mohamed Salah. Alors, Ibrahim Bakayoko, à 19, 21, 23 ans, est-ce qu'on peut vraiment gérer la pression d'un quart de finale, surtout contre l'Égypte? Ouais, on peut débattre là-dessus longtemps, mais moi je dis que l'expérience joue beaucoup. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2023, on avait deux anciens qui ont gagné 2 fois la CAN, qui étaient Serge Aurier et puis Mas Gardel. Et moi je me rappelle d'un discours de Mas Gardel qui disait: les gars, même quand on fait une erreur, ne vous lamentez pas sur le terrain, car l'adversaire peut profiter de cela. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du caractère, et on a besoin de protéger ces jeunes-là pour ne pas les mettre en avant dans la défaite. Et puis, il faut beaucoup respecter les anciens qui sont là. Et puis, on espère qu'on pourra faire une bonne... Qu'est-ce qui a manqué aux éléphants hier soir? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, l'entraîneur est bien placé pour le dire. Mais nous, de loin, on a trouvé que l'Égypte était très en forme sur le plan défensif. On a manqué de patience, de lucidité, le sang-froid. Oui, si on avait tout ça, ça pouvait nous apporter un plus. Tout ce que vous dites est réel. Oui. Le sang-froid. Mais ils l'ont eu, l'Égypte. Malgré, parce que, comme je vous avais dit... Ou alors on a manqué de chance. Non, pas forcément la chance. Il faut un ensemble, comme vous avez dit, de sang-froid, de patience. De lucidité. De lucidité. Et ils ont eu tout ça. Ils ont imaginé tous les scénarios. Mais malgré ça, la Côte d'Ivoire a marqué. Sur coup de pied arrêté. Et vraiment, si on n'avait pas pris d'entrée de but, on pouvait aller au match à 0-0 à la mi-temps. Oui. Ça allait faire doter l'une d'Égypte qui nous a montré qu'il peut s'adapter à tous les adversaires. Parce qu'ils n'ont pas fait un bon match contre le Bénin. Mais Mohamed Salah a continué à marquer. Malgré ses 33 ans, il a marqué même dans les prolongations à la dernière minute. C'est cette défaite, d'aucuns pensent qu'elle ne doit pas être vue forcément comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. Oui, on n'a pas le choix. Il faut apprendre de ses erreurs. Et je pense que l'entraîneur aura le temps de peaufiner une équipe pour faire une très, très grande Coupe du Monde. Parce que ça ne va pas être facile. Tous les erreurs seront exploités par des grandes nations de football. En tout cas, nous, on a pleuré partout en Côte d'Ivoire, et même nos compatriotes qui ont fait le déplacement d'Agadir, tous ont pleuré. On va aller voir à Bouaké l'ambiance qui a prévalu hier soir. Nous étions venus pour nous qualifier pour les demi-finales. Bon, il y a les réalités du jeu sur le terrain, il y a l'état d'esprit également de nos joueurs. Bon, malheureusement, on s'en est tiré avec cette défaite. L'aventure des éléphants du Côte d'Ivoire à la CAN Maroc 2025 s'arrête en quart de finale. Les champions d'Afrique en titre quittent la compétition après leur élimination face à l'Égypte. 3-2. À Djebounoua, au centre culturel Jacques Aka de Bouaké, comme dans plusieurs autres espaces publics, les supporters sont sortis nombreux pour suivre ce choc continental. Très tôt, les Pharaons prennent l'avantage. Omar Mamouche ouvre le score à la 4e minute avant que Rami Rabia ne double la mise à la 32e minute. Les éléphants réagissent avant la pause. À la 40e minute, sur un coup franc de Yann Diomandé, un défenseur égyptien marque son camp, ramène le score à 2-1 à la mi-temps. Malgré le retard, les supporters ivoiriens gardent espoir. Nous devons être rassurés parce que tout en temps d'un match, il y a une difficulté. Mais comme on a vu, vers la fin, on a égalisé. Ce match, à la 2e mi-temps, on va mettre le 2e et on va mettre le 3e. On n'ira pas au pénalty. Découragement n'est pas ivoirien. On est très confiants parce qu'on a battu l'autre équipe 3-2. Donc on espère faire le même score aujourd'hui encore. Au terme de la rencontre, la Côte d'Ivoire s'incline finalement 3-2. Dessus, certains supporters expriment leur frustration, tandis que d'autres saluent la combativité des Pachidem. On n'est pas découragés, voilà, parce que nos joueurs, ils ont vraiment lutté jusqu'à la fin. Je suis fier des éléphants. Dis bravo aux éléphants. Merci beaucoup. On compte en faille MS. Ah, vraiment, on est découragés. C'est ça là. Il a acheté mon maillot, il n'est même pas porté. Côte d'Ivoire. Mais ça fait rien. On est fort, puis on est là. Nous, au moins, on a 3 étoiles. Avec cette nouvelle défaite,
Les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas pu vaincre le cygne indien en battant les pharaons d'Égypte. Cette histoire de bête noire égyptienne, il faudra bien que quelqu'un en vienne à bout, Ibrahim Bakayoko. C'est ce que j'ai dit, il faut qu'on commence à bannir ça de notre langage. C'est ça, on va commencer déjà par ça. Oui, on va commencer par ça parce que tout ce qu'on dit, c'est comme quand tu as un enfant, tu parles bien de lui, il va tout faire. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut éviter absolument pour que cette défaite ne casse pas la dynamique de cette jeune équipe? C'est-à-dire, c'est d'avoir l'art de défendre. On peut dire, bon, ce match-là, je suis sûr ils savent qu'on passe par toi et tu vas te sacrifier à défendre beaucoup, ne mets pas le but dans la tête au départ. Tant qu'on va contrer toutes les actions, on va empêcher des grands attaquants comme Mohamed Salah et le premier buteur de s'exprimer. C'est Marouche, non? Voilà, Marouche. Omar Marouche. Qui joue à Manchester, qui est en difficulté déjà. C'est ça. Les deux attaquants égyptiens sont en difficulté. Il a ouvert le score sur une erreur défensive, malheureusement. Oui, Omar Marmouche. Ça prouve qu'ils étaient concentrés. Parce qu'il n'a pas paniqué devant le gardien. C'est ça, juste 3-4 minutes au démarrage. Hein. On se souvient en 2008, lorsque Salomon Kalou avait fait presque la même erreur avant le premier quart d'heure de jeu. C'est terrible quand une équipe prend un but comme ça à ce moment-là. Ça peut casser. Hein, Non, mais comme j'ai dit... il faut qu'on apprenne à nos enfants à défendre. À défendre, c'est ça. C'est ça. Malgré cette élimination, cette jeunesse et l'avenir victorieux des éléphants, vous voyez qui remportait cette CAN? Bon, franchement, mon pronostic était sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, aujourd'hui, je vais regarder la CAN tranquillement. Tranquillement. Je n'ai pas de pronostic. La déception est encore là. Elle est là. Parce que la nuit a été longue. Mais il faut pas tirer sur les anciens. Oui. Il faut les respecter. C'est ça. Voilà, et puis on va préparer la Coupe du Monde tranquillement. Voilà. Ça. Hier soir, la Côte d'Ivoire n'a peut-être pas gagné le match, mais elle a vu naître une génération. Le football, comme la vie, est fait de défaites fondatrices et parfois, il faut perdre aujourd'hui pour mieux gagner demain. Ibrahim Bakayoko, merci beaucoup pour votre regard et pour cette mémoire que vous avez partagée. La prochaine fois, on leur mettra un coup du marteau. Diabat